TVL a besoin de vous maintenant. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ma demande est synonyme de sacrifice. Et je vous remercie par avance pour le soutien que vous nous accorderez. Il n'y a pas de petits gestes. De notre côté, toutes les dépenses sont concentrées sur notre mission d'information. Au sein de TVL, nous n'avons ni milliardaires, ni millionnaires. TVL, ce n'est pas non plus le service public, je peux vous le dire. Personne ne se gave. Il n'y a pas de prétendus stars chez TVL, il n'y a que des personnalités animées par la volonté de vous livrer une information libre. Et c'est uniquement notre indépendance totale qui nous permet cette liberté. Celle que vous avez appréciée pendant les Gilets jaunes et le Covid, celle qui vous ouvre les yeux sur l'actualité internationale. Parce que soyons clairs, si j'avais un oligarque derrière l'épaule pour souffler mes textes, si j'avais une puissance étrangère pour dicter les éléments de langage, un marchand de canons pour décrypter les guerres ou des perfusions d'argent public à la gloire du pouvoir en place, je ne serais pas là à vous demander de l'aide. TVL a besoin de votre don car c'est la seule garantie d'une intégrité totale. C'est aussi pour ça que nos analyses sont confirmées par le réel. Elles ne sont pas biaisées par des intérêts privés. Et dans les mois à venir, l'information totalement indépendante, ce sera crucial. La voix de TVL sera capitale. Alors aidez-la à raisonner. Soutenez TVL maintenant. Tous les États du G7 et puis leurs affidés sont surendettés et en fait ça détruit la valeur de la monnaie, que ce soit le dollar, la livre sterling, l'euro, le yen au Japon, etc. Donc ils sont en train de payer 50 ans de surendettement par la destruction de leur monnaie et c'est pour ça qu'ils font des guerres. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Politique et Écho. Alors, le Moyen-Orient s'embrase, la guerre en Ukraine se poursuit, les BRICS défient le dollar et les banques centrales accumulent de l'or à un rythme inédit. Sommes-nous en train d'assister à un simple épisode de tensions internationales ou à un basculement historique de l'ordre économique mondial? Faut-il craindre une nouvelle crise énergétique, une flambée de l'inflation? Comment protéger son épargne? Et sommes-nous déjà entrés dans ce que certains appellent la troisième guerre mondiale monétaire? Pour en parler, nous recevons Bernard Monod. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Bergeau. Bernard Monod, économiste politique, vice-président du Cercle national des économistes, ancien député européen, et vous êtes également l'auteur de l'ouvrage L'Eurovision pour les peuples, le patriotisme ou la banqueroute. Vous pouvez évidemment, avant cet entretien, cliquer sur le pouce en l'air, vous abonner, commenter et n'hésitez pas surtout à partager les vidéos de TV Liberté pour un meilleur référencement sur Internet. Commençons avec vous, Bernard Monod. Donc, vous avez suivi de près les conséquences économiques de la guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Est-ce que la paix est réellement engagée ou est-ce qu'on assiste simplement à une pause stratégique avant un nouvel affrontement ? Bien malin qui peut le dire, avec les États-Unis et l'État d'Israël aujourd'hui qui sont chauffés à blanc, et pour cause, à cause du pétrodollar, dont souffrent énormément les États-Unis depuis maintenant 25 ans. Je rappelle la guerre en Irak, la Libye. C'était avec une arme de destruction massive, soi-disant, toujours un faux prétexte pour faire la guerre, en fait, à tous les pays qui, comme par hasard, possèdent du pétrole dans leur sous-sol. On l'a vu encore récemment avec le Venezuela en début d'année, puis l'épisode avec l'Iran, qui a repris d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas plus tard qu'une année, en juin 2025, les États-Unis, à la demande d'Israël, avaient déjà bombardé avec des bombes, des méga-bombes. Donc voilà, enfin, la réalité, c'est que les États-Unis font la guerre pour l'or noir, le pétrole, sur lequel est adossé le dollar, pardon. Ouais. Donc c'est le pétrodollar. Nous sommes oui, effectivement, je dis le terme de troisième guerre mondiale monétaire depuis octobre 2022. J'avais annoncé ça sur un plateau de télé déjà. Et puis à partir de janvier 2023, c'est réellement rentré dans de manière
réaliste et concrète dans la vie des gens, puisque l'euro et le dollar, bien entendu, ont plongé depuis 3 ans de manière très importante. Je vous donnerai un chiffre tout à l'heure. On va revenir sur cette notion de troisième guerre mondiale monétaire que vous évoquez, Bernard Monod. Est-ce que vous pouvez nous dire comment l'économie sort de cette guerre, si elle est bien terminée aujourd'hui ? Moi, je ne crois pas qu'elle soit terminée. Ils sont en perpétuelle guerre, comme je l'ai dit, par rapport au pétrodollar. Le grand problème des États-Unis, enfin, on va dire maintenant du bloc occidental, avec les pays du G7 qui sont réunis encore un peu plus tard que la semaine dernière à Évian, c'est le dernier combat d'arrière-garde pour tenter de survivre au niveau de l'économie occidentale qui est surendettée. En fait, c'est là où le bas blesse, c'est que tous les États du G7 et puis leurs affidés sont surendettés et en fait ça détruit la valeur de la monnaie, que ce soit le dollar, la livre sterling, l'euro, le yen au Japon, etc. Donc ils sont en train de payer 50 ans de surendettement par la destruction de leur monnaie et c'est pour ça qu'ils font des guerres. Et alors, certains observateurs nous avaient parlé d'un baril de pétrole qui pourrait monter à 150, 180, voire $200. Pourquoi cela ne s'est pas produit finalement ? Alors, il y a eu une pointe de mémoire sur les marchés, une nuit à 150, 160 $ de mémoire. Je crois que c'était au mois de mai. Mais bon, ça signifie rien en fait. La guerre a été faite justement pour raréfier l'approvisionnement du pétrole. D'où la fermeture du détroit d'Ormuz. Donc à force de provoquer l'Iran, il faut bien qu'il réagisse. Donc tout ça est calculé de mon point de vue. Ils font rien par hasard de toute manière. Et ça a fait artificiellement monter le prix du pétrole. Mais comme le monde occidental est en train de rentrer en récession, donc il y a moins de demande de pétrole et donc le prix rechute. L'offre et la demande, c'est la règle. Donc effectivement, là on est à l'heure actuelle à 76 ou 75 $ le baril de pétrole. Ça peut rebondir s'il y a de la spéculation à nouveau ou s'il y a un risque de guerre active. Moi, ce que je pense, c'est que la guerre en Iran, avec la flotte américaine là-bas, ça coûte extrêmement cher aux États-Unis. Elle est très impopulaire aux États-Unis dans l'opinion publique et les midterms arrivent pour Trump au mois de novembre et il va falloir qu'il donne des gages à l'opinion publique qui va voter pour qu'il ne perde pas la majorité dans son Parlement. Donc voilà un petit peu la situation. Il est dans une impasse et les États-Unis sont en réaction désespérée de sauver, encore une fois, le pétrodollar et leur hégémonie et leur domination mondiale. Vous dites que rien n'arrive par hasard. Vous pensez que Donald Trump a un plan à long terme et qu'il gère la situation ? Il l'a subi, puisqu'il a hérité quand même de 50 ans de ce que je vous disais de surendettement de ses prédécesseurs. Et puis, il est là aux ordres d'une élite bancaire qui a la main mise sur les États-Unis. Donc, pour les citer, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays, la Bank of America, etc. Toutes celles qui détiennent la réserve fédérale américaine. Et donc, il agit pour leur compte. C'est-à-dire sauver le soldat pétrodollar, coûte que coûte. Je crois qu'ils n'y arriveront pas, parce que maintenant ils ont fort à faire avec l'autre bloc qui rééquilibre le nouvel ordre mondial, ce sont les BRICS, dont ce qu'on appelait avant les pays émergents. Les pays émergents aujourd'hui nous ont dépassés en termes de poids économique par rapport aux pays du G7. Et donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, etc. ont pris le pas aujourd'hui d'un point de vue économique et également démographique. Et puis surtout, ils possèdent énormément de ressources. L'Iran fait partie de l'organisation des BRICS+. Le Venezuela, par exemple, avait posé sa candidature il y a 2 ans et demi, je crois, pour rentrer dans l'organisation.
D'où la réaction très violente donc des États-Unis avec Trump, avec quand même le kidnapping de Maduro, c'est du jamais vu, hein, avec le blanc-seing de toute la communauté internationale. L'ONU n'a pas bougé, enfin, tout ça sans aucune résolution de l'ONU, entre parenthèses. Alors on vous dira que Maduro exerçait une pression épouvantable sur son peuple qui crevait de faim. Bien sûr. Il y avait Chavez avant lui qui faisait exactement la même politique, et sauf que Chavez avait mis les Américains dehors pour exploiter eux-mêmes leur pétrole sans la mainmise des États-Unis et des majors américaines. Donc tout ça, c'est du théâtre que la majorité des citoyens du monde tolère ou accepte naïvement, mais en réalité tout ça est voulu, orchestré et donc avec toutes les conséquences que ça entraîne. Donc la hausse du pétrole, puis la chute, ensuite la baisse de l'or, et puis qui est la conséquence en fait de cette guerre, puisque l'or a commencé à chuter dès que le pétrole a grimpé et puis que la guerre en Iran a commencé. Donc vous voyez, tout ça se tient. Les États-Unis sur 250 ans d'existence ont été en paix, je crois qu'une quinzaine d'années. Oui. Donc voilà, on est face à un pays dominateur dont il n'est pas bon d'être son allié, parce que, par exemple, sur les 10 dernières années, sous Macron, 1600 entreprises françaises, des fleurons, sont passées sous pavillon américain. Voilà, donc avec le blanc-seing de Bercy, de Matignon et de l'Élysée. Voilà, donc c'est affligeant parce que, depuis 50 ans, nous avons des employés de banque qui nous gouvernent, grosso modo depuis Pompidou jusqu'à Macron, et qui font la part belle aux États-Unis. Le détroit d'Ormuz a été rouvert, puis très rapidement refermé le 20 juin dernier par l'Iran en représailles à des frappes israéliennes au Liban. En cas de réouverture de ce détroit, combien de temps faudra-t-il pour revenir à la situation d'avant-guerre, c'est-à-dire un flux normal des navires pétroliers à cet endroit ? Dès que l'Occident, les États-Unis et l'État d'Israël arrêteront de faire la guerre à l'Iran et à tous leurs voisins, notamment, puisque le Liban est concerné aussi. Et donc, voilà, on sera en paix que quand la majorité du monde réclameront la paix, notamment au niveau de l'ONU. Nous, c'est notre position au Cercle national des économistes. Nous sommes pour la paix en premier, parce qu'on ne peut pas faire de commerce et de prospérité en temps de guerre, sauf les banquiers, les financiers, les marchands d'armes. Mais on parle là d'économie nationale. Eh bien, nous, on est pour que la France réclame une résolution de paix donc avec l'Iran, le Liban et également en Ukraine, et se pose en médiateur en fait entre le bloc occidental et le bloc des BRICS. C'est le seul moyen de retrouver la paix, car aujourd'hui les dirigeants européens, je pense à Ursula von der Leyen, Starmer, j'en parle plus parce qu'il a été obligé de démissionner, notamment pour des attaques financières des banques de Wall Street, comme sa prédécessrice, Madame Liz Truss, c'était il y a 4 ans, elle a été dégagée en 6 semaines. Vous avez le pire, c'est le chancelier allemand Merz, et puis évidemment notre démoniaque Macron, donc les 4 cavaliers de l'apocalypse, comme je dis, qui cherchent dans l'agenda 2028-2030 à déclarer la guerre contre la Russie. Et nous, on est très très inquiets sur le risque très probable de guerre militaire, sur provocation incessante de la Russie, au travers de l'Ukraine, bien entendu. On a vu le président Trump signer un accord de négociation de paix avec l'Iran, c'était le 17 juin, selon mon souvenir, à Versailles. Il se trouve que le Premier ministre israélien refuse ce qui est contenu dans cet accord, à savoir le fait qu'il ne faut plus faire la guerre au Liban, en tout cas aux alliés de l'Iran. Qui dirige aujourd'hui dans l'alliance américano-israélienne ? Jusqu'à présent, j'ai le sentiment que c'était Netanyahou. Mais peut-être qu'il prend les mi-termes arrivant au mois de novembre, peut-être qu'il prend un peu de champ
pour, en tout cas, au niveau de la communication et de l'opinion publique, montrer que Trump est indépendant. Moyennant quoi, il ne faut pas oublier que tout ça, Israël fait la guerre, mais c'est les États-Unis qui payent quand même, hein, financièrement, et puis en engagement également. Donc, non, moi, je crois pas qu'on en sortira sans parti pris de l'Occident qui réclame la paix en Moyen-Orient et au Proche-Orient. Vous parliez du détroit d'Ormuz. Moi, je dirais que c'est un peu le syndrome du clignotant. Hein. Un jour, c'est ouvert, un jour, c'est fermé. On ne sait plus où on en est, en fait. Plus personne n'arrive à suivre. Ouais. Et donc, en tout cas, j'ai l'impression que l'Iran, avant la guerre, était en moins bonne position qu'aujourd'hui, d'un point de vue statut, posture. C'est-à-dire qu'ils arrivent aujourd'hui à monnayer les passages, enfin un péage en fait pour les navires qui traversent leur zone, et c'est quand même une avancée considérable pour eux. En plus, je crois qu'ils ont négocié des prix des montants de réparation des dégâts de guerre. Donc finalement, ils s'en tirent pas si mal que ça. Malgré l'arrêt de la guerre, on peut dire qu'économiquement le mal est fait. Nous recevions récemment Jacques Sapir qui anticipait un choc pour le pouvoir d'achat des Français pouvant arriver à la fin de l'été, au début de l'automne. Est-ce que vous partagez ce constat avec Jacques Sapir? D'autant plus qu'on est 100% d'accord avec Jacques Sapir au niveau du Cercle national des économistes, et depuis longtemps. Oui, c'était un peu l'objet de mon livre que j'ai écrit en 2019, qui est extrêmement d'actualité, hélas, qui annonce une banqueroute qui a déjà commencé pour moi depuis 2021-2022. Dès lors que vous voyez l'euro se déprécier par rapport à l'étalon qui est l'or au niveau de son prix. Donc je vous donne un chiffre que devraient retenir vos auditeurs, c'est que avec l'inflation à la fois des prix à la consommation plus le plus important de l'inflation monétaire, l'euro a baissé d'environ 150% depuis janvier 2023. C'est la réalité des chiffres. Tout le reste, c'est que littérature. Hein. Donc, évidemment, dans les médias, au niveau du gouvernement, de l'INSEE, etc., on communique exclusivement sur ce qu'on appelle l'IPC, l'inflation des prix à la consommation. Mais là, nous avons un retour d'inflation assez important. Mais d'un point de vue structurel, depuis 3 ans, nous sommes déjà en hyperinflation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hyperinflation monétaire? C'est, selon la réglementation de la comptabilité internationale, donc ce qu'on appelle l'IFRS, c'est 33% par an pendant 3 ans, c'est-à-dire 99% d'augmentation des prix par rapport à l'origine. Voilà. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes à environ 150%. Donc, notre billet de 100 € d'il y a 3 ans a une valeur d'achat aujourd'hui d'environ 15 €. Et ça se répercute sur toute la valeur des actifs, c'est-à-dire l'immobilier, les obligations, les actions. Donc, il ne faut pas s'en tenir qu'aux performances visibles. Il faut aller plus loin et regarder la valeur réelle, en fait, des patrimoines. Et ça passe par la valeur de l'euro par rapport à l'or. On assiste donc déjà à un ralentissement de l'économie, voire à une récession, ce qu'on peut appeler la stagflation. Vous prévoyez non pas un retour à la normale dans les années à venir, mais ce que vous évoquez, le cas d'une banqueroute de l'État français. Alors, l'État français est déjà ruiné, hein, donc point de vue technique. Hein, il y a 3 étapes dans un effondrement financier, donc des finances publiques. Oui. La première, c'est la ruine. Donc, la France est déjà ruinée. Nous avons un bilan avec un passif qui est supérieur à ses actifs, environ 4 500 milliards d'actifs pour 7 500 milliards de passifs, hein, donc toutes les dettes cumulées, engagées, etc. Sans le hors-bilan d'ailleurs. Et le hors-bilan compris. Hein, oui, 7500 avec le hors-bilan. 7500 avec le hors-bilan. Hein. Donc nous sommes de fait techniquement en ruine. Nous avançons vers la quasi-faillite, puisque pour l'instant, les taux sont maîtrisés parce que les banques centrales occidentales, et en particulier la BCE, rachètent la dette qui roule tous les ans, en particulier en France notamment. On a un renouvellement en 2026 de
300 milliards sur notre dette précédente. Et donc, si vous voulez, tout ça, c'est les banques centrales qui temporisent, mais en fait, ils achètent du temps, mais ils reculent pour plus mal sauter, en réalité. Est-ce que vous pensez que cette banqueroute est inéluctable, Bernard? Oui, c'est la troisième étape, c'est ça. Donc, lorsque il va y avoir un krach obligataire, c'est-à-dire que les taux vont s'envoler, et nous, on a calculé au CNE qu'à 5-17% d'OAT à 10 ans, il y a une rupture financière, et donc on sera en situation de faillite financière, et arrive très très vite ensuite la banqueroute. C'est là le moment où on perd la solvabilité donc de l'État français vis-à-vis de ses créanciers, vis-à-vis de toutes ses contreparties, et ça s'est déjà produit. Pour nous, la situation actuelle est équivalente à peu près à celle de la post-révolution, donc 1789, crise des assignats entre 1792 et 1796, et immédiatement après, dans l'année qui a suivi, 1797, banqueroute prononcée par le directoire de l'époque, donc le Parlement de l'époque, ce qu'on appelle la banqueroute des 2/3. Hein. Eh bien, l'État et les citoyens ont perdu 2/3 de la valeur de leur patrimoine parce que leur monnaie s'est effondrée et ça a été neutralisé. J'ai vu que la Banque de France a émis un rapport il y a seulement quelques jours indiquant que la France était dans le même état, en tout cas pour ses finances publiques, dans la même situation qu'avant la crise des subprimes en 2008. Pire, parce que la crise des subprimes, c'était en 2008. Nous étions environ à 1600 milliards de dettes officielles. Hein. Nous sommes à 3500 milliards de dettes aujourd'hui à mi-2026, sachant qu'on sera probablement en fin d'année à 100 milliards supplémentaires. C'est exponentiel, en fait. Maintenant, c'est incontrôlable. Et alors, évidemment, la seule solution de la classe politique, et évidemment, qui sont la chambre d'écho de la Commission européenne, c'est casser le système de protection sociale français depuis 1947, c'est-à-dire la sécurité sociale, l'assurance chômage, les retraites, la politique familiale. Ça, c'est des champions du saccage social. Ils ne savent raisonner que comme ça. Sauf que le plus gros consommateur de déficit, de dette et de dépenses publiques, c'est l'État lui-même, puisque d'année en année, on augmente de 50, 80. Depuis 5 ans, on a 100 milliards supplémentaires de dépenses de fonctionnement nouvelles. Donc, il y a pléthore de fonctionnaires, notamment de fonctionnaires d'État, et qui consomment énormément de budget et de déficit. Vous pointez la responsabilité, Bernard Monod, de la Commission européenne, mais dans ce saccage social. Mais est-ce que c'est la résultante d'actes politiques venant de personnes, ou est-ce que c'est la résultante d'un système qui arrive en bout de course? Alors moi, je suis très catégorique là-dessus maintenant. L'Union européenne aujourd'hui est quasiment le 4e Reich. Tout ce qui a été mis en place depuis 35 ans, c'est-à-dire 1992 jusqu'à aujourd'hui, on nous avait fait 4 promesses, celle de plus de croissance économique, moins de chômage, de la prospérité et de la paix. Aucune des promesses n'a été respectée depuis plus de 30 ans. Au contraire, on a empiré. La France s'est appauvrie avec 30 ans d'Union européenne. Et alors, il y a des solutions. Hein. Pour en sortir, c'était même l'objet de mon livre, donc c'est le Brexit. Hein. C'est-à-dire non pas sortir la France de l'Union européenne, mais sortir la Commission européenne de l'Europe. Voilà, se débarrasser de la Commission européenne, reprendre le pouvoir, car la Commission européenne aujourd'hui, c'est la chambre d'enregistrement de toutes les volontés des lobbies, notamment anglo-saxons, anglais et américains. Les multinationales ont la haute main au sein de Bruxelles, d'où une corruption phénoménale qui passe notamment par la plateforme de l'Ukraine, avec tous les budgets qui filent immédiatement vers l'Ukraine. Le nouveau plan de 800 milliards réclamé par Mario Draghi il y a 3 ans est à la manœuvre aujourd'hui depuis 2026. Entre parenthèses, la Commission européenne veut créer un 28e État fictif, virtuel, qui serve de réceptacle à Bruxelles, qui serve de réceptacle pour toutes les multinationales et qui vont chanter les droits nationaux au niveau du droit social, du droit des entreprises, fiscal, etc. Donc en fait, ils sont en train de s'organiser pour siphonner les budgets et aussi l'épargne des Européens. Ça, c'est
c'est dramatique. D'où l'étape suivante, c'est aussi imposer tôt ou tard, le jour où il y a un clash sur le système monétaire international ou un krach obligataire en zone euro, eh bien ils imposeront l'euro numérique. Ça, c'est On va en parler d'ailleurs à la fin de cette émission, cher Bernard Monod, mais justement, cette Commission européenne qui voit la situation empirer dans les États qu'elle gouverne, si l'on peut dire, qu'est-ce qu'elle attend après le cataclysme qu'elle est en train de déclencher? C'est un État policier, c'est quoi le projet de ces gens? C'est l'UE RSS, en fait, c'est-à-dire que l'anciennement l'URSS est devenu aujourd'hui un pays capitaliste avec la Russie, et à l'inverse, l'Union européenne est devenue un régime totalitaire qui est en train de préparer la répression financière, qui est préparée depuis longtemps. Hein. Moi, j'en ai parlé également dans mon livre. Depuis 2015, vous avez l'Union bancaire européenne. Premièrement, nous avons perdu notre système bancaire qui est parti de Paris pour aller à Francfort, la Banque centrale européenne. Ça veut dire que si une banque fait faillite en France, ce sont des technocrates qui vont décider de l'avenir de votre compte bancaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la supervision totale. C'est-à-dire qu'on n'est plus maître de notre indépendance bancaire en France. Voilà. Oui. Ça, c'est dramatique. Ce sera la première chose, c'est de rapatrier ce pouvoir-là à Paris, hein, lorsque les patriotes seront au pouvoir. Et puis, au-delà de ça, ils veulent contrôler. Toujours à 28 ou 27, je m'y perds à la fin. Oui, on change rien à l'architecture générale. Simplement, on prive du pouvoir de la Commission européenne et on met en place ce que j'appelle moi l'alliance eurasienne des nations, y compris avec la Russie, parce que je vous signale que la Russie, pendant la guerre avec l'Iran, a proposé à nouveau, aimablement, parce qu'avec tout ce qu'on leur fait, je pense qu'ils ont quand même, ils sont très courtois, ils nous ont proposé à nouveau de nous réalimenter en pétrole et en gaz au prix de leur marché à eux, et non pas du marché international. Donc l'Union européenne, c'est une Europe des nations ou c'est une Europe bureaucratique qui chapeauterait tout un ensemble? C'est une véritable Europe des nations, une Eurasie des nations, hein, encore une fois, avec la Russie, d'où l'importance que la France soit neutre diplomatiquement et militairement pour pouvoir justement construire cette Europe, l'Eurasie des nations. Vous évoquez justement ce conflit en Ukraine à l'instant, Bernard Monod, qui continue 4 ans après son début. Quel bilan économique tirez-vous pour l'Europe et spécialement pour la France? Catastrophique, ça alimente les déficits, l'excès de déficit. On n'arrête pas de donner des dizaines de milliards d'euros depuis 4-5 ans, plus le matériel livré, plus, etc., au détriment, bien entendu, du système social français, et puis surtout du déficit et de la dette française qui est incontrôlable aujourd'hui. Mais moi, je vais vous dire, philosophiquement, je pense que tout ça évolue. Depuis le Covid en 2020, en passant par le réchauffement climatique, avec l'escroquerie écologique, où, entre parenthèses, on a 17 centimes de plus par litre d'essence depuis le 1er janvier, hein, que l'on paye, c'est-à-dire à peu près 8% du prix de l'essence. Hein. Donc de taxes écologiques qui s'est rajoutée. Personne n'en parle, hein, concrètement. Hein. Et maintenant, la guerre, donc depuis 2022, ce sont tous des prétextes, des justifications pour faire du déficit et de la dette. Et à qui profite le déficit et la dette? À nos créanciers. Et qui sont nos créanciers? Ce sont le système bancaire international, les fonds d'investissement, notamment américains, avec BlackRock, Vanguard, State Street, etc., etc. Et tout ça fait la part belle aux banquiers et aux usuriers de la France. Donc à un moment donné, il va falloir prendre le taureau par les cornes, arrêter de dépendre, et nous on a les moyens, puisqu'on a mis en place un plan anti-banqueroute au sein du Cercle national des économistes, depuis très longtemps, même un plan de recapitalisation de la France, dont vous avez parlé je crois avec Emmanuel Crène, que vous avez reçu, qui est membre du Cercle national des économistes. Donc il y a des solutions sans mettre le pays à feu et à sang. On va les évoquer, ces solutions, dans un instant avec vous, Bernard Monod, mais justement sur cette notion de troisième guerre mondiale que vous évoquiez en début d'entretien, c'est qui aujourd'hui les deux camps qui s'opposent dans cette guerre mondiale monétaire?
Alors, l'Occident au sens large, surendetté depuis 50 ans, donc avec les pays que vous connaissez du G7, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Allemagne, le Japon, le Canada, etc. Bon, plus certains autres pays alignés. Est-ce que c'est simplement le G7 contre les BRICS ou est-ce que c'est plus complexe que ça ? Non, c'est ça. Si on caricature, c'est ça. D'où l'importance de se retirer de l'un pour être neutre et aussi, c'est ce qu'on préconise d'ailleurs au Cercle national des économistes, c'est de candidater auprès des BRICS pour justement donner des gages aux BRICS d'équilibre entre les deux et pouvoir servir de médiateur pour travailler à la paix militaire et à la paix économique aussi. Nous, c'est nos deux grandes inquiétudes au CNE, c'est donc la guerre et la servitude financière dans laquelle nous sommes en train de rentrer, qui nous mène jusqu'à la banqueroute. Et tout ça est voulu. Nous, on pense que tout ça est organisé. À la Commission européenne, ou est-ce qu'il y a encore autre chose au-dessus de la Commission européenne ? Si, les marchés financiers au sens large. Et qui sont les marchés financiers ? Les banques de Wall Street, les banques de City. Ça date pas d'aujourd'hui, vous savez. La Première Guerre mondiale est la conséquence de la fin de l'étalon or et de la création de la Réserve fédérale américaine en 1912, suivi immédiatement de la prise de pouvoir des banques de Wall Street, qui ont commencé la Fed en 1913. La création de la Fed en 1913, qui a justement amené à la Première Guerre mondiale. Puis, chaque fois qu'on est en ralentissement du commerce international, il y a des déclenchements de guerre. Et on a eu la même chose en 39-40. Et donc, chaque fois que l'économie mondiale ralentit, ça déclenche des guerres organisées par la finance, le système bancaire anglo-saxon et puis les multinationales qui fournissent effectivement les armes. Quels sont les différents scénarios possibles que vous envisagez pour une fin de cette guerre mondiale monétaire ? Nous, ce qu'on réclame, c'est que la France a quand même un siège au Conseil de sécurité de l'ONU hérité de 1945. Elle n'occupe pas correctement sa place. Elle devrait être justement l'arbitre au sein du G7, et puis, comme je vous le dis, d'être médiateur entre les deux grands blocs aujourd'hui. Je vous rappelle que le bloc des BRICS aujourd'hui, en poids économique, dépasse le poids du G7. C'est-à-dire qu'il y a un grand basculement vers les pays des BRICS, d'où l'importance de jouer maintenant, de coopérer maintenant, en toute concorde avec la Russie, l'Inde, la Chine, le Brésil, etc. Toutes ces grandes puissances qui sont en train de monter, de s'imposer, et qui ne cherchent pas forcément la guerre, ils cherchent simplement à être indépendants et ne plus être sous la domination et la suprématie des États-Unis et du dollar, qui est leur arme. Vous savez, dès que vous touchez au dollar, ces déclarations de guerre, ça remonte aux années 70. Kadhafi s'en souvient. De Gaulle a été dégagé du pouvoir parce qu'il avait réclamé, en 1965, le retour à l'étalon or. On lui a mis mai 68 dans les roues pour qu'il dégage. Exactement, c'est une énorme opération au CIA pour dégager de Gaulle. Ils ont fait pareil à Maïdan. Quel est aujourd'hui le risque économique, le principal, dont les Français ignorent le danger aujourd'hui ? D'abord, la paix. La paix, plutôt le risque, c'est la guerre. Deux preuves que nos dirigeants européens travaillent à ce projet de guerre militaire en Europe. C'est le premier en France, c'est la loi de programmation militaire de Macron en 2023 pour effet 2024, qui est toujours en cours, c'est-à-dire la réquisition des personnes et des biens. En cas de simple menace stratégique étrangère. Bon. Certaines personnes, Bernard Monod, s'alarment du fait que le président de la République n'aurait pas encore fixé les dates de la prochaine élection présidentielle. Certains redoutent qu'il veuille entrer en guerre avec, pourquoi pas, la Russie. Est-ce que c'est un risque ? C'est une hypothèse probable, effectivement. Moi, je n'arrête pas de dire, mais qui il faut pour 2027 ? Mais peut-être qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle s'il y a un déclenchement de guerre en Europe. On a le syndrome Zelensky, ça fait 2 ans aujourd'hui qu'il n'y a plus d'élection présidentielle. Il est illégitime et il est toujours au pouvoir.
sous le prétexte de la guerre. Donc moi, j'alerte tous nos compatriotes que le risque est très important de guerre militaire et que nos jeunes, nos enfants soient mobilisés pour aller sur le front ukrainien. Voilà. Parce que c'est le seul moyen pour le pouvoir en place de se maintenir. Il n'y a pas que la France, hein. C'est l'Allemagne, c'est encore une fois la Commission européenne, le Royaume-Uni. Voilà, enfin, il y a un très haut risque. Le deuxième, c'est, comme je vous ai dit, c'est la servitude financière. C'est-à-dire que les Français sont en train de s'appauvrir et de finir ruinés comme l'État français. Et ça passe par l'euro. Donc nous, on conseille, fuyez l'euro, à titre personnel, fuyez l'euro et allez vous réfugier dans la seule monnaie universelle et intemporelle, c'est l'or physique. Alors, voilà. Justement, Bernard Monod... Et c'est valable aussi pour l'État. Eh bien, justement, c'est l'objet de ma prochaine question. Vous en parlez depuis longtemps de l'or. Vous avez adressé des courriers à des responsables politiques et économiques français. Je pense aux deux présidents des deux chambres du Parlement, au Premier ministre, au nouveau président de la Banque de France, pour les inciter à accroître les stocks d'or de cette Banque de France, ce que font déjà plusieurs banques centrales dans le monde. On sait que les Chinois achètent beaucoup d'or, et de réaliser un audit de ces stocks. Alors pourquoi ces idées, c'est ce que vous proposez? Parce que le sujet est hyper stratégique. En fait, tout tourne, toute la prospérité, l'expansion et l'essor de la France depuis 1945 est parti en fait du socle qui est la réserve d'or de la France. De Gaulle, en 1945, a fait rapatrier le stock d'or qui avait été évacué en urgence par les patriotes en mai 40, avant l'arrivée des Allemands à Paris. Tout avait été évacué, donc la Banque de France était vide de sa réserve d'or. Ça avait été mis à l'abri au Sénégal, à Dakar, à Halifax au Canada, et puis dans les Antilles françaises. De Gaulle a fait rapatrier en 1945 et ça a servi de point de départ des 30 glorieuses. Et là, aujourd'hui, nous sommes extrêmement menacés par les marchés étrangers, marchés financiers, par la Banque Centrale Européenne, dont on ne sait pas bien la politique par rapport aux réserves d'or et aux stocks d'or, et en particulier celle de la France, qui est aujourd'hui encore très importante, mais qui a été déjà touchée en 2004 par la haute trahison de Sarkozy, qui a fait vendre environ 620 tonnes d'or, qui a diminué bien entendu la puissance économique et financière de la France en faisant ça. Hein. Désindustrialisation à l'époque également. Où le dollar était, l'once d'or en dollars était à 400, aujourd'hui il est à 3500, hein, 3600 dollars l'once. Euros l'once, pardon. Ouais. Et donc le problème, il est là. Donc nous avons une série de traites qui nous gouvernent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une clique d'employés de banque depuis Pompidou jusqu'à Macron, peu ou prou. Hein. Mitterrand n'était pas un employé de banque, mais en tout cas, il servait bien la finance et le système multinational et mondialiste. Et donc, ce qu'il faut, c'est reprendre la main. Et nous, on a fait un plan de sauvegarde de l'or de la France. L'or de la France n'est pas une monnaie comme ça qui est dans le bilan de la Banque de France. C'est un bien qui appartient à la France, à l'État et donc aux Français. C'est pas n'importe quoi. Voilà. Donc il faut que les Français soient très conscients qu'il y a un énorme risque aujourd'hui sur les marchés financiers. Il faut savoir Cet or, est-ce qu'il appartient aux Français ou est-ce que concrètement aujourd'hui il appartient à la BCE? Il appartient à l'État français juridiquement. Il y a le Code monétaire et financier. Je ne donnerai pas l'article, ça n'a aucun intérêt, mais qui fixe les règles de propriété. Donc c'est l'État français qui possède le stock d'or, donc de 2346 tonnes d'or, 2436 tonnes d'or exactement. On était à près de 3100 avant Sarkozy. Donc si vous voulez, c'est fondamental pour que la France reste une grande puissance, c'est qu'elle soit maître de son stock d'or. Aujourd'hui, nous estimons au Cercle national des économistes que c'est en grand danger, c'est très opaque. La meilleure preuve, c'est le gouverneur de la Banque de France précédent, avant M. Emmanuel Moulin, qui vient d'être nommé par Macron et validé par le Parlement, a vendu environ 129 tonnes qui étaient à la réserve fédérale américaine de New York. On n'a pas pu récupérer le stock physique qui nous appartenait. On a été payé en monnaie singe, c'est-à-dire du dollar.
C'est pour ça que vous réclamez cet audit sur les stocks d'or. Absolument. Sur le technique, sur le fond et sur la forme. Et donc, nous n'avons aucune réponse. Nous avions écrit déjà en avril 2023 à Villeroy de Galhau, le gouverneur de l'époque. Il nous avait répondu courtoisement, mais il n'a rien fait. Bien au contraire, en 2025, début 26, il a vendu. Alors certes, au plus haut, puisque entre-temps, il y a eu un petit recul, mais en attendant... oui, si c'est pour récupérer des dollars, c'est pas intéressant. Voilà, c'est de la monnaie de singe. Hein. Il faut appeler un chat un chat. Et donc, tout ça, ça profite à qui? À la Réserve fédérale américaine, aux États-Unis, à Trump, etc. L'or est là-bas et le papier est en France. Alors, ils nous disent en même temps qu'ils ont fait des plus-values et de l'autre côté qu'ils ont racheté ces 129 tonnes avec des nouvelles règles de standards modernes, on va dire, ce qu'on appelle le LMBA. Mais en réalité, c'est très opaque. Donc, on a demandé des comptes donc au gouverneur de la Banque de France qui nous a toujours pas répondu. On a fait copie, effectivement, à la présidente de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, à la présidente de la Cour des comptes, et puis même à monsieur Lecornu, hein, le Premier ministre. Nous n'avons aucun accusé de réception. On a écrit en avril. Bon, ça fait à peu près 2 mois. On a l'impression que ça ne les intéresse pas, qu'ils ne comprennent rien à ces sujets qui sont fondamentaux. L'or de la France est capital pour le retour de la puissance de la France. Capital pour l'État et également pour les individus. Et les Français. Vous avez toujours incité les téléspectateurs de TV Liberté à acheter de l'or s'ils le peuvent, évidemment. On va en venir à vos propositions, celles émises par le CNE face à cette fin de guerre mondiale monétaire. Vous allez nous détailler tout cela. Vous proposez de déposer à l'ONU un projet de résolution pour la paix au Moyen-Orient, de rétablir le commerce du pétrole et du gaz avec la Russie, de ne plus payer ces hydrocarbures avec le dollar, également supprimer les 17 centimes supplémentaires de contribution CCE sur le litre de carburant et puis réautoriser la recherche de pétrole offshore, notamment en Guyane, qui a été interdit sous le gouvernement Hollande par Nicolas Hulot. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur ces propositions? Oui, vous avez déjà dit l'essentiel de notre plan anti-banqueroute et plan anti-inflation aussi. Hein. Ça rejoint le diagnostic donc, de Jacques Sapir, effectivement, de cette vague d'inflation, d'hyperinflation. En fait... la guerre, les crises, etc., sont des moyens de cacher en fait que la monnaie est en train de s'effondrer et que voilà. Donc pour éviter tout ça, il y a des solutions qui sont entre parenthèses gratuites. Hein, il suffit simplement d'avoir une volonté politique avec un chef, un homme d'État à la tête de la France qui est le poids, qui est l'expérience et surtout qui connaissent, qui est la culture des marchés financiers pour comprendre le bras de fer qu'il faut mener avec nos interlocuteurs. Donc effectivement, puisqu'on a la chance d'avoir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, et c'est très simple de déposer une résolution où la France prend la posture d'être neutre comme la Suisse, entre parenthèses. Où est-ce qu'on fait les accords de paix? C'est en Suisse. Hein, c'est pas, Bernard Monod, voilà. l'ONU, est-ce que cela sert encore à quelque chose quand le président Chirac a mis son veto contre la guerre des États-Unis en Irak? Cela n'a empêché personne de démolir l'Irak. C'est vrai, dans les faits c'est vrai, mais enfin alors ça servira encore moins si on ne l'utilise pas, donc voilà. Donc nous ce qu'on propose c'est d'occuper le siège et puis de prendre des positions et des postures extrêmement importantes. Je vous signale qu'il y a aussi la Russie qui fait partie des 5 puissances donc au Conseil de sécurité de l'ONU, donc c'est pas rien. Voilà, c'est d'où notre proposition de faire la paix avec la Russie, de recommercer avec eux, d'arrêter les sanctions qu'on fait subir bien avant 2022. Hein. Ça a commencé depuis 2014, les sanctions. Est-ce que vous pensez que cela intéresse Vladimir Poutine de rétablir le commerce avec l'Europe de ces hydrocarbures, gaz, pétrole? Bien sûr. Mais ça va dans l'intérêt de son propre pays et puis de sa coalition aussi avec les BRICS. Je vous signale qu'il fonctionne de manière, même s'il y a des petites divergences, il fonctionne quand même notamment d'un point de vue bancaire et monétaire au niveau d'un socle différent de celui imposé par l'Occident, à savoir le dollar, SWIFT, etc. Ils ont créé un nouveau système parallèle et qui est en train de prendre de la puissance. Et je pense qu'on ne peut pas faire sans eux.
hein. Si on veut retrouver la paix, la prospérité et la stabilité en France, on doit renouer avec la Russie et avoir des échanges équilibrés avec la Chine. Alors pour le reste, effectivement... ne plus payer le gaz et le pétrole en dollars. Dans quelle monnaie payerions-nous alors ? En euros, puisqu'on soi-disant on a créé l'euro il y a 30 ans pour contrebalancer le dollar. Donc ça n'a rien changé en définitive. Est-ce que l'euro n'est pas une partie du problème ? On sait que la France a pâti de l'introduction de l'euro, au contraire des Allemands qui en ont profité. Oui, mais ça c'est un autre sujet. Mais par rapport au pétrole, qui est quand même la facture est lourde, de la payer en dollars, c'est-à-dire qu'on a le taux de change la plupart du temps qui est défavorable par rapport à nos factures. Donc nous, ce que l'on dit, c'est arrêtons de payer le pétrole, les importations énergétiques en dollars, puisque tout ça, en plus de ça, continuer à enrichir les États-Unis. Hein. Donc il faut couper le mal par la racine. Et donc ça passe par là, mais du coup c'est déclaration de guerre. Donc il faut un homme d'État de grande volonté, comme on en avait à l'époque du général de Gaulle, qui tiennent tête aux États-Unis, qui disent écoutez, maintenant, on va payer soit en euros, soit dans la devise du pays fournisseur. Hein. Si c'est l'Algérie, ce sera l'euro ou leur monnaie. Si c'est l'Arabie Saoudite, ce sera en euros ou leur monnaie. Si c'est le Venezuela, on peut le payer voire même en yuan. Hein, parce que je vous signale que ce qui a déclenché la guerre au Venezuela, c'était parce que la Chine payait ses achats de pétrole en yuan. Oui. Et ça rendait fou les Américains. Donc vous voyez bien que dès qu'on touche au pétrodollar, c'est critique, désastreux pour les États-Unis. Alors il y a ça, et puis effectivement, on a supprimé les 17 centimes par litre de pétrole depuis le début de l'année, qui ferait économiser déjà 8% sur le prix du pétrole. Hein. Donc c'est une taxe écologique verte supplémentaire, hein, qui bénéficie bien aux recettes de l'État. Et puis également... révoquer la loi Hulot, donc je crois que c'était en 2016, d'interdiction même de faire du forage, hein, de la recherche. Ouais. Même pour ça, on n'a plus le droit de le faire, que ce soit en métropole ou en Outre-mer, et en particulier en Guyane française. Je vous signale que la Guyane française est sur le même gisement que le Guyana, qui a fait un boom pétrolier depuis 8 ou 10 ans, et puis surtout que le Venezuela. Donc du pétrole, on en a en France, contrairement à la propagande qu'on avait entendue il y a 40 ans. On a du pétrole, mais on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Donc, vous voyez, ce sont des choses simples, gratuites. Simplement, il faut avoir une volonté politique et macroéconomique d'agir dans ce sens-là. Voilà. Donc, on a mis au point ce plan anti-banqueroute et anti-hyperinflation. Terminons avec ce sujet que vous avez brièvement évoqué tout à l'heure, Bernard Monod, celui de l'euro numérique. Le Parlement européen a procédé, c'était mardi 23 juin, à un vote sur le projet de cet euro numérique en fabrication à la Banque Centrale Européenne. Le Comité des affaires économiques a donc donné son feu vert à l'ouverture de négociations avec les États membres, et ces discussions pourraient démarrer à la rentrée. Alors qu'est-ce qu'on pense de l'euro numérique au CNE? Est-ce un outil anti-mafia comme nous l'a présenté Christine Lagarde, ou alors est-ce un outil de contrôle comme le pensent d'autres? Oui, la mafia, c'est eux, en fait, hein, il faut bien dire ça. Et Christine Lagarde en est une digne représentante. Hein. Enfin, plutôt pègre, je pense que c'est encore pire que mafia. Hein. En fait, elle roule pour la Fed, elle roule pour le système bancaire occidental, les financiers, donc il faut pas qu'elle nous raconte d'histoire. Non, écoutez, on n'avait pas pris de position tout à fait volontairement d'un point de vue technique et politique sur le sujet de l'euro numérique, parce qu'on attendait que les choses se stabilisent. Voilà. Là, je pense que dans le courant de l'été, on va prendre une posture stratégique au sein du Cercle national des économistes. Est-ce que vous me disiez que ça mettrait des bâtons dans les roues des banques? Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? Alors, non. Pas du tout. Au contraire, le système bancaire est vent debout parce qu'ils perdent leur pouvoir, je dirais, de transformation et d'économie bancaire, hein, au niveau national. Donc, nous, on est plutôt contre l'euro numérique aujourd'hui, techniquement et politiquement.
Pourquoi ? Parce que ça va devenir une arme de répression financière, de contrôle couplé, entre parenthèses, avec l'identité numérique. On sera des caniches en laisse de Madame Lagarde, entre parenthèses. Mais certains vous diront, vous êtes complotiste, vous êtes paranoïaque, Bernard Monod. Mais écoutez, nous, ça fait 15 ans qu'on nous traite de complotistes, de paranoïaques. En attendant, les faits nous donnent tout le temps raison, hélas. On aimerait bien avoir tort. Quand on a pondu le plan de recapitalisation de la France en 2010-2011, on était à 1800 milliards d'euros de dette. Nous sommes à plus de 3500. Si on nous avait écouté à l'époque, on ne serait pas à subir une austérité sociale, sans compter le matraquage fiscal qui va arriver probablement dès 2027-28, après les élections présidentielles, s'il y en a. Donc, si vous voulez, l'euro numérique, nous, comme ça, à prime abord, on est contre. On a un système alternatif, d'ailleurs, d'un garçon que vous connaissez, c'est Pierre Durand, qui est voilà, avec son projet de crypto-monnaie Monero, ouais. Mais qui est plus loin qu'une crypto-monnaie, c'est un système de paiement indépendant. Et une alors, pas encore l'or, mais on y travaille justement. Ouais, il en parle alors, aussi, puisque Pierre Durand nous a rejoint depuis le début de l'année, effectivement. Et également, ainsi que Valérie Bugaud. Donc on est ravis de recevoir des personnes éminentes. Voilà, juriste à part, elle est vraiment avec son projet de grande envergure de Révolu Droit. Nous, ça colle parfaitement à notre projet, notre modèle de patriotisme économique sur le volet juridique et droit. Donc ça refonde tous les fondamentaux du droit sous l'angle avantage économique, politique et social. Mais donc, vous voyez, on a des gens éminents qui nous reviennent avec des projets qui viennent s'imbriquer parfaitement dans notre projet, notre modèle de patriotisme économique. Et voilà. Alors, il y a un élément qu'il faut que je vous précise, parce qu'il y a des rumeurs sur le marché. Il peut se passer un événement stratégique cet été, c'est que les États-Unis, pris à la gorge, alors là, il y a une remontée artificielle un petit peu du dollar, momentanément, d'un point de vue conjoncturel, mais il n'est pas impossible que les États-Unis, avec le Trésor américain, Trump et la Réserve fédérale américaine, qu'ils décident en fait de réévaluer le prix de l'or en dollars. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, depuis 53 ans, l'once d'or en dollars vaut 42,22 dollars. Ça fait donc 53 ans qu'il n'y a pas eu de réévaluation. Il y en avait dans l'histoire depuis un siècle et demi, depuis l'existence du dollar. On est parti de 20 dollars, on est passé par 37 dollars, puis 42 dollars, depuis un siècle et demi. Il n'est pas impossible qu'il y ait une réévaluation. Aujourd'hui, sur le marché financier, il faut savoir qu'il y a des gros investisseurs qui parient sur le dollar, l'or en dollars à 20 000 dollars en fin d'année, en décembre 2026, sur les marchés à terme. Donc il faut savoir qu'il se passe des choses. Évidemment, le grand public n'en a pas connaissance. Ouais. Mais il peut y avoir des surprises, justement, d'où l'importance de sauver en France notre stock d'or, que les Français réclament à leurs députés d'avoir un droit de regard et que le Parlement se penche sur les actions, c'est-à-dire la vente qui a eu lieu en 2025-26 à la Banque de France n'aurait pas dû avoir lieu sans l'aval de l'Assemblée nationale, du Sénat, et puis au moins que l'opinion publique soit au courant. Ça appartient aux Français, on ne vend pas le bien des Français sans son accord. Merci à vous, Bernard Monod, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage, L'Eurovision pour les peuples, le patriotisme ou la banqueroute. Ouvrage évidemment toujours d'actualité. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Politique et Éco. Mais avant, évidemment, juste après cet entretien, c'est la chronique économique et financière de Philippe Béchade. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut et merci beaucoup. Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Canicule,
ou mauvais calcul? Bon, alors la canicule, oui, en effet, à plus de 31 degrés dans les locaux, une tenue un petit peu plus légère qu'à l'accoutumée, mais un propos qui lui gardera, je l'espère, suffisamment de profondeur. Et première question dans le titre, que sont devenus les 43 milliards collectés par l'État depuis 2004, depuis la suppression du lundi de Pentecôte, qui était destiné à rapporter suffisamment d'argent pour notamment moderniser les EHPAD, mais également les écoles, les collèges, en cas de canicule. Les lundis ont bien été travaillés, l'argent a bien été collecté, mais le voyez-vous se matérialiser sous la forme de climatisation? Alors c'est vrai que ce terme aujourd'hui n'est pas à la mode. Si vous parlez de climatisation, vous êtes immédiatement catalogué d'extrême droite, ce qui fera certainement plaisir aux 1,440 milliard d'Indiens qui rêvent tous, dès qu'ils ont les moyens, de s'acheter une climatisation. Tout le sud de la Chine est climatisé, l'essentiel de l'Indonésie également. Bien sûr, tous les pays du Proche ou du Moyen-Orient. Je ne parle pas de Séville ou Alicante, où des températures de 40, 43, 44 degrés sont le quotidien d'un été tout à fait normal, et où l'on travaille, et où l'on ne pleurniche pas, et où on ne décroche pas son téléphone pour appeler un numéro vert pour savoir que faire quand il fait si chaud. Oui, mais en France, on s'interdit évidemment la climatisation, car ça va réchauffer encore l'atmosphère. Allez expliquer ça aux 3 milliards d'Indiens et de Chinois qui s'achètent entre 40 et 50 millions de clim par an. Voilà. Donc, la France est toujours à la pointe de ce qui nous met en recul par rapport, on va dire, à une civilisation qui adopte des standards de confort. En l'occurrence, l'hôpital et les EHPAD, il s'agit juste de sauver des vies. Mais en France, on est très content de présenter le plus fort total de décès liés à la chaleur, et notamment dans des établissements de soins publics. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Bien sûr, je n'ai pas de réponse à la question. Où sont passés les 43 milliards? Je n'en sais rien. Mais je pense que ça serait bien que quelques citoyens décident de poser la question à nos députés ou à nos gouvernants. L'autre sujet, c'est le prix des carburants qui ne rebaisse pas très vite, alors que le coût du Brent est retombé, figurez-vous, vers 73 $, c'est-à-dire à ces niveaux d'avant la guerre dans le Golfe. En réalité, des niveaux qui correspondaient à un marché parfaitement approvisionné, avec une visibilité de moyen ou de long terme. Aujourd'hui, on obtient le même niveau avec une production mondiale qui sera amputée de 7 ou 8% durablement, et avec des États qui vont devoir reconstituer leurs réserves stratégiques. Oui, vous l'avez compris, le prix du fioul, des carburants, a été littéralement sponsorisé par les États. Bon, aux États-Unis, il y en allait des résultats des midterms pour Donald Trump. Il fallait impérativement faire baisser artificiellement le prix du pétrole pour éviter de se prendre une défaite historique au midterm. Sauf que là, on assiste effectivement à une baisse du pétrole papier du fait de la capitulation d'investisseurs qui tiennent compte des fondamentaux et du fait qu'il va falloir remettre 1 milliard de barils dans les réserves stratégiques de tous les pays qui les ont libérés.
1 milliard à racheter en même temps que la consommation normale pour le fonctionnement de nos économies. Donc le prix du pétrole physique n'est évidemment pas le prix du pétrole papier et c'est certainement ce qui explique le fait que l'essence à la pompe ne rebaisse pas aussi vite. Je parle en général parce qu'en France, évidemment, nous avons l'essence la plus taxée. Chez nos voisins, elle est moins chère en Allemagne, en Italie, en Espagne et je ne parle même pas de la principauté d'Andorre. Donc, nos économies respectives continuent de souffrir d'une pression inflationniste et qui surtout ampute le pouvoir d'achat. Et figurez-vous que c'est le moment que choisissent certains économistes pour remettre sur le tapis le débat sur le fait de transmettre plus d'argent de génération senior vers les générations ascendantes. Mais on comprend surtout que le débat, ça va être comment ponctionner tous ces riches retraités de façon à pouvoir donner plus aux jeunes. En réalité, il suffirait de donner vraiment du travail aux jeunes, et du coup, ils auraient du pouvoir d'achat, et du coup, ils cotiseraient pour les retraites, et du coup, ça résoudrait un petit peu les problèmes. Eh bien non, en France, on commence toujours par prendre aux riches pour donner à ceux qui, finalement, peuvent rester un petit peu dans le confort de l'assistanat. Bon, je ne critique pas fondamentalement notre modèle, mais je dis que simplement, le réflexe qui consiste à toujours taxer celui qui possède et à transférer l'argent vers celui qui aspire à n'a jamais donné de bons résultats. Et puis j'ai terminé avec cette petite alerte. La Commission européenne, derrière les portes capitonnées, a décidé d'adopter, pour faire plaisir cette fois-ci non plus à Ursula von der Leyen, mais à Madame Lagarde, le principe de l'euro numérique que la Banque Centrale Européenne pourrait donc mettre en place d'ici à peine 6 mois. Tout est prêt, il ne manquait plus qu'un feu vert européen. Et dès que le projet a été concocté par nos hauts commissaires, immédiatement nos députés, le doigt sur la couture, se sont empressés de l'adopter sans en mesurer les conséquences. Avant de nous quitter, j'ai une annonce importante à vous faire. Du 22 au 29 juin, nous organisons un événement exceptionnel, le sommet de la vérité économique. À cette occasion, nous aurons le plaisir d'accueillir officiellement Marc Toiti au sein des publications Agora. Pendant plusieurs jours, Marc reviendra sur un sujet qui nous concerne tous, la crise de la dette française. Où en est réellement la France aujourd'hui, surtout vis-à-vis des marchés? Pourquoi la dette continue-t-elle de s'envoler? Quelles peuvent être les conséquences pour votre épargne, votre retraite, votre pouvoir d'achat et votre patrimoine? Autant de questions auxquelles il répondra sans détour. Mais surtout, Marc Toiti ne se contentera pas de dresser un constat. Il partagera également des solutions concrètes pour protéger votre épargne et mieux préparer votre patrimoine face aux défis économiques qui se profilent. Et surtout, le gouvernement ne nous fera pas de cadeaux en tant que contribuables. Si vous souhaitez comprendre ce qui se joue réellement aujourd'hui et découvrir les stratégies à mettre en place pour défendre vos intérêts, je vous invite à nous rejoindre. L'inscription est entièrement gratuite. Pour réserver votre place au sommet de la vérité économique, cliquez simplement sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Marc Toiti et les publications Agora vous donnent rendez-vous du 22 au 29 juin. D'ici là, prenez soin de vous et de votre épargne.